Berne. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Des pros et des anti-Raoult, et oui, Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi, le grand débat des vraies voix. Le coronavirus est-il en train de disparaître, comme l'affirme une nouvelle fois le professeur Raoult à Marseille? On vous attend pour en parler, évidemment, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Tiens, vous avez peut-être d'ailleurs été soigné à la chloroquine, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs à Marseille ou dans le secteur, vous pouvez nous appeler. Puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi, pour l'instant, ça donne quoi ? Et les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, c'est extrêmement partagé. Pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte. Oui, le Covid disparaît, en tout cas l'épidémie. Petit oui à 52% seulement. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre, est avec nous. Bonsoir mon cher Jérôme et merci une nouvelle fois d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Professeur Jean-François Toussaint est également avec nous, chercheur et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. L'IRMES est avec nous également. Bonsoir et merci beaucoup Jean-François Toussaint d'être une nouvelle fois dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avant de vous donner la parole, on écoute le professeur Raoult dans son rendez-vous désormais hebdomadaire sur Internet. C'était hier soir, on écoute. Nous, ici à Marseille, on voit qu'elle est en train de disparaître avec un seul cas hier détecté malgré le fait qu'on ait testé plus de 1200 cas. Donc on voit bien que les choses sont en train de s'arrêter. On voit que un peu partout, les choses sont en train de s'arrêter. Voilà, le professeur Raoult qui, devant la caméra, comme chaque semaine, nous parle, nous dit un peu toujours la même chose d'ailleurs finalement depuis plusieurs semaines en se caressant cette barbe blanche. Et puis le ministre de la Santé Véran qui lui a répondu et vous allez voir le tutoiement est de rigueur. Je lui dis, Didier, un bon médecin, un bon chercheur, un grand virologue reconnu. Quelle est l'utilité d'aller dire aux Français il n'y aura pas de deuxième vague? 1, je lui dis tu n'en sais rien. 2, tu t'es planté la première fois, tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Donc ça, il faut faire très très gaffe. Les prévisionnistes, j'y crois pas. Les modélisateurs, j'y crois un peu plus. Les épidémiologistes, c'est ceux qui observent les choses quand elles arrivent. Là, c'est déjà plus solide. Alors c'est vrai que la première vague, Raoult avait dit, si je me souviens bien, qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents que d'accidents de trottinette, de victimes que d'accidents de trottinette. Donc effectivement, là, c'est vrai qu'il s'est un peu planté. Bon, enfin bref, qui a raison, qui a tort, c'est assez étonnant quand même de la part du ministre également de s'adresser de la sorte, je trouve, au professeur Raoult, en le tutoyant. Françoise Degois, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Ils se connaissent. Oui, enfin bon. Le tutoiement est de rigueur. Nous aussi, on se connaît, nous aussi, on se connaît, on ne se tutoie pas. Le tutoiement est de rigueur dans cet univers. Mais c'est de la fausse amitié, c'est simplement que Olivier Véran veut claquer le beignet de Didier Raoult. La réalité, il l'a fait. Oui, il l'a fait, mais c'est un peu stupide parce que la réalité, c'est qu'il y a quelques figures qui se sont... Moi, je termine, et puis après, tu diras ce que tu veux toi. Voilà. Il y a quelques figures qui ont jailli quand même dans cette crise. Il y a le professeur Com, par exemple, qui a été le premier à climatiser tout le monde en disant on va vers l'Italie, alors que tout le monde disait mais non, on sera meilleur que les Italiens. On aura voilà. Et puis il y a Raoult, il est sur cette ligne depuis un mois maintenant. On peut critiquer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On peut considérer que c'est un gilet jaune de la pensée médicale, blablabla. Je pense que c'est pas bien. De la part d'Olivier Véran, Raoult il communique comme il a envie. J'ai déjà dit que ses excès parfois m'agaçaient, mais c'est pas bien de la part d'Olivier Véran de claquer comme ça. La personne qui est le seul qui connaît finalement le Covid en France. Oui. Donc, bon, enfin, en tout cas, on parlait de fausse amitié. Tiens, on va donner la parole à Bilger, parce que Bilger et Degois, on sent que ça tape là ce soir. Non, attention, mais Christophe, je trouve tout à fait normal que le ministre Véran réponde au professeur Raoult qui a pris une importance démesurée. Personne ne discute sa compétence, mais je crois qu'il a peut-être un problème psychologique. Je veux dire, c'est un être qui a une personnalité remarquable, atypique, qui a besoin d'être, je crois, systématiquement dans une forme de dissidence, de singularité. On a entendu beaucoup de grands professeurs, notamment dans Les Vraies Voix, et aucun n'a soutenu qu'il n'y avait pas de risque à venir. Je ne vois pas de raison de leur accorder moins de crédit Je ne suis pas dans l'analyse psychologique du docteur Raoult. J'ai juste envie... Dommage.
Non, c'est pas dommage. C'est pas dommage, pardon. Il a soigné des gens. Pardon, il a soigné des gens. Donc on peut toujours dire tout ce qu'on veut, cracher dessus, etc. Il a soigné des gens. Bah si. Mais d'abord, même Karine Lacombe, Philippe. Mais d'abord, on ne sait absolument pas si la chloroquine, même pour les cas les moins graves. Même la professeure Karine Lacombe le dit maintenant. Elle va dans le même sens que lui depuis hier. L'a reconnu hier sur BFM. Alors que, pardon, mais Karine Lacombe, moi je vais vous dire les choses telles que je les pense, c'est quand même un suppôt du gouvernement. Hein. Donc il y a un moment. Arrêtez avec ce genre de terme. En tout cas, moi, je vais vous dire, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire, Philippe. Coupez le micro de Bilger, s'il vous plaît, merci. Non, ça ne veut pas dire que Raoult a raison, mais bon, un peu d'espoir, que diable. Voilà, je dis pas qu'il a raison, mais un peu d'espoir. Il a soigné des gens. Un peu d'espoir, voilà. Bien sûr, et je le répète, il a même soigné une vraie voix, Laura Tenucci. C'est vrai. Ah bon? Ah, c'est vrai? Ça veut dire quoi, Philippe? Je n'étais pas au courant de ça. Non, mais c'est pas grave, on va pas refaire l'histoire, hein, on va pas partir 6 mois en arrière, on n'a pas le temps. Alors, j'accueille un fan du professeur Raoult qui est avec nous. Michael Chevalier, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voyez, Michael, dès qu'on parle du professeur Raoult, ça y est, c'est la guerre. C'est absolument incroyable, hein, quand même. Bon. Vous avez une société de communication et de publicité à Marseille. Et alors, j'ai vu que vous faisiez tourner des camions dans Marseille avec des affiches à l'effigie du professeur Raoult. Bah dites donc, racontez-nous ce qui se passe. Eh ben, tout simplement, on rend hommage au professeur Raoult et à tout le personnel hospitalier, pompiers, ambulanciers, etc. Oui. Et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous pendant ce confinement. Et pour ce Covid-19. Et voilà, on est tout simplement une société de publicité qui développe un nouveau concept de camion publicitaire mobile. Puis nous, on est à fond, à 100% avec le professeur Raoult. Ah ben, moi, je me disais d'ailleurs, non mais en lisant ce que vous faites, je me suis dit, Raoult se présente au municipal à Marseille, il est élu. Non mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Non mais on rigole, mais c'est ça. Je suis d'accord. Bien sûr qu'il est élu. Nous, on veut une statue du professeur Raoult à Marseille, sur le Vieux-Port. Ah oui, carrément. Comme Zizou. Comme Zizou. Ah oui. Comme la statue de Zizou. Enfin, en tout cas, d'habitude, vous faites de la pub, effectivement, pour des sociétés avec vos camions. Et comme là, en ce moment, le marché est un petit peu tombé, forcément, avec le confinement, le Covid, etc. Vous avez choisi de rendre hommage au professeur Raoult avec sa photo en grand, des 4x3, avec des slogans pour lui rendre hommage. Bon, voilà, je voulais vous avoir avec nous parce que je trouvais que c'était marrant, votre initiative. Puis vous-même, vous avez été soigné par Raoult pour une autre maladie et vous en êtes bien sorti et vous voulez rendre hommage et vous avez raison. Voilà. C'est ça. Merci Mickaël d'avoir été avec nous et c'est la guéguerre. C'est la guéguerre Paris-Province autour de Raoult, ça continue, c'est aussi simple que ça. Professeur Jean-François Toussaint, vous en pensez quoi de la théorie de Raoult qui dit le Covid c'est fini, c'est terminé? Et ce qu'il faut voir, c'est quels sont les chiffres et quelle est la description de la réalité, quelle que soit la façon dont on la conçoit, dont on la théorise. Et pour cela, il faut bien voir que la pandémie a cessé en Australie et en Nouvelle-Zélande, par exemple. Oui. Ces éléments-là nous disent qu'il y a bien des pays dans le monde qui ont connu une vague épidémique, certes moins. Et quand on dit que ça a cessé, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de cas, là. C'est vraiment ça. 0 décès depuis une semaine et un nombre extraordinairement faible de nouveaux cas. Oui. Et donc ces pays peuvent reprendre leurs échanges entre eux, puisqu'ils sont à peu près au même niveau après la phase de cette première vague. Toute la question ensuite sera de savoir s'il y en aura une deuxième, mais après ce temps de l'épidémie, ces deux pays sont en train de reprendre leurs échanges et nous indiquent ce que pourrait être une des possibilités de l'avenir. Bon. Le deuxième, c'est que la pandémie est passée par le sommet mondial le 16 avril, avec 9620 décès ce jour-là en une seule journée, et hier, le nombre total de décès était de 5600, c'est-à-dire une diminution d'un tiers de nouveaux décès chaque jour. Donc, on voit que l'épidémie, en termes de mortalité, est également à l'échelle de l'espèce, à l'échelle de la planète, en train de diminuer. Donc, ça veut dire que Raoult a raison, alors? Ces deux points-là nous indiquent que nous avons un effet majeur, que tous les pays européens, qui, eux, de la même façon,
voit une diminution de 73% des décès et de 80% de la contamination. C'est-à-dire que les nouveaux cas sont passés de 50 000 par jour à moins de 10 000 par jour hier. Au niveau européen. C'est incroyable. Hein. Donc incroyable. Tous ces effets que la France suit de la même façon, on a réduit de 75% par rapport au 7 avril. On était à 1417 décès ce jour-là. Nous en étions hier, alors qu'on considère que c'est une réaugmentation, on se posait la question que c'était lié au déconfinement. C'est une diminution de 75% par rapport au pic d'il y a un mois. Docteur Marty, quel est votre sentiment? Vous, est-ce que vous estimez, vous aussi, que on est en train de se débarrasser du Covid, ça y est? On est probablement en train de passer au vert, pour le coup, comme le disait le professeur Houssin, au niveau mondial. Ce qui est certain, c'est que on a quoi? Allez, on a 8 jours à attendre. On a 8 jours à attendre pour avoir véritablement les effets du déconfinement, voir si on a des effets délétères ou des effets bénéfiques. À la fois parce qu'il y a une saisonnalité, une perte de la contagiosité ou du pouvoir du moins de virulence de ce virus, ou si on n'a pas de saisonnalité. 7 jours, 8 jours, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. Donc nous, ce qu'on demande en tant que généraliste, c'est qu'il n'y ait pas de relâchement pendant cette période, c'est que les gens portent des masques, c'est que les gens respectent les mesures barrières, qu'ils portent des masques en particulier dans les lieux clos, etc. On a 8 jours à attendre. Encore une fois. On vient de passer plusieurs semaines. Moi, quand même, il y a quelque chose. Juste une chose. Allez-y. On ne parie pas sur un virus comme dans une course hippique. Ah bah bien sûr. On n'est pas en train de prendre des paris, de dire moi je dis. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur Raoult il prend des paris? Il a pris un pari? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on ne peut pas affirmer les choses aussi clairement. Mais c'est ce qu'il fait. Avec autant... Oui, mais c'est peut-être. Moi je suis désolé, je dis il y a 8 jours à attendre. Et dans 8 jours on saura. Beaucoup plus. Moi, il y a quelque chose quand même qui me chiffonne, je vais vous dire. Parce que dimanche, on nous a dit, dimanche soir, 70 morts du Covid en France. Et puis le lendemain, et puis le surlendemain, on est à plus de 300. Alors moi je comprends pas. Les chiffres remontent pas bien. Non mais moi je comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas d'où ça vient. Je ne comprends pas. Non, les chiffres remontent pas bien. C'est-à-dire, je comprends pas. Vas-y Philippe. Non, le week-end. Les chiffres remontent pas bien parce qu'ils sont envoyés plus tard. Voilà pourquoi. Voilà, ils sont envoyés plus tard, donc ils sont pas comptabilisés. Donc ça veut dire que dimanche dernier, il y avait plus que 70 morts en réalité. Oui, bien sûr. Voilà, en clair, c'est ça. C'est toujours le cas. C'est juste un décalage. Et on rattrape généralement le lundi. C'est pour ça qu'au début de l'épidémie, vous vous souvenez, on s'enthousiasmait tous à la première baisse du week-end. Mais en réalité, vraiment, Jérôme Salomon a bien expliqué ça. Là-dessus, pour le coup, il n'a pas menti. On rattrape souvent le lundi et le mardi. C'est vrai. Jean-François Toussaint, vous le disiez tout à l'heure, on parle, si on prend l'exemple de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, on n'a plus de cas aujourd'hui. Et on est toujours en train de se dire, est-ce qu'il va y avoir une seconde vague malgré tout en France? On voit qu'il n'y en a pas, visiblement ailleurs. Une petite vaguelette en Allemagne, bon, enfin, c'est pas non plus... C'est bien pour ça qu'il faut regarder l'ensemble des pays européens et de pouvoir comparer à niveau à peu près égal, puisqu'on n'est pas dans les conditions de l'hémisphère sud de la Nouvelle-Zélande, mais autour de nous, les pays qui ont commencé à déconfiner, le Danemark depuis 2 semaines, l'Allemagne qui a accéléré la semaine dernière son déconfinement, et on doit regarder précisément ce que sont les effets sur sa courbe de contamination et sa courbe de décès. Il n'y a pas d'effet, par exemple, il n'y a aucun effet sur la courbe allemande, et de la même façon, si on regarde les courbes espagnoles, qui a été le plus touché sur les pays du Sud rapportés aux millions d'habitants, si on regarde l'Italie, de la même façon, il n'y a pas d'effet de déconfinement, il n'y a pas d'impact sur lequel des mesures particulières verraient une deuxième ascension à hauteur de la première vague, ou même à la moitié, puisque c'est globalement ce qu'on se donne comme possibilité pour un reconfinement. Cela étant, il y a quand même ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des foyers qui apparaissent en France. Et ces foyers-là, ce sont des foyers de la première vague. Ce sont la fin de la distribution, c'est-à-dire la fin des répartitions et des propagations à l'intérieur des différentes zones qui ont été concernées. Et bien entendu qu'on va encore avoir plusieurs semaines sur lesquelles on aura des cas. La seule question, c'est sur une maladie infectieuse. Est-ce qu'on doit arriver à un niveau 0 de contrôle, non pas total, c'est-à-dire d'éradication? La seule maladie qu'on ait pu éradiquer, c'est la variole jusqu'à présent. Ou est-ce qu'on est capable de vivre avec des activités économiques, avec des activités sociales, avec des interactions entre les gens qui soient compatibles avec un niveau faible, mais avec un niveau de risque qui ne sera jamais nul? Moi, quand même. Allez-y, Philippe David, et après gardons les mêmes précautions, quoi.
j'ai vu un documentaire intéressant. On craignait le pire pour l'Afrique en termes de Covid-19. Et finalement, là-bas, malgré les problèmes hospitaliers, ils n'ont pas les hôpitaux qu'on a en France ou en Europe, l'épidémie ne prend pas autant que ça. Et certains disent que c'est peut-être à cause de la chaleur. Est-ce que c'est finalement peut-être pas la même chose en France avec les températures? On parlait de saisonnalité il y a quelques instants. Bah oui, on en parlait il y a quelques instants. Oui, alors, mais il n'y a pas que la saisonnalité, parce que... Oui. Il y a 3 effets là-dessus qui sont à prendre en compte et qui expliqueraient le taux qui est 100 fois inférieur au niveau des pays africains par rapport aux pays européens. On a une contamination qui a commencé à peu près au même moment, parce que les circulations du virus se font avec les échanges internationaux, en particulier de la Chine pendant les mois de octobre, novembre, décembre, donc à bas bruit. Et puis ça démarre à peu près de la même façon en Afrique, fin janvier, début février, au même temps que l'Europe. Et on arrive maintenant à des taux qui sont 100 fois inférieurs, puisqu'on a à peu près 2400 décès en tout et pour tout, pour l'ensemble du continent africain, pour 1,2 milliard de personnes. Sur ces taux-là, on a 3 explications possibles. Ouais. Le taux de démarrage qui dépend de la température, et on voit là encore en Australie, avec la température très élevée, qui était le cas en janvier, que l'efficacité de propagation est très inférieure, parce que probablement ce virus enveloppé a une enveloppe sensible à la chaleur. De la même façon, dans les pays froids, très froids, on n'a pas le même taux de démarrage et le taux de croissance de cette épidémie au début. Le deuxième facteur est démographique, lié à la très faible proportion de personnes de plus de 65 et de 70 ans dans la population des pays africains. Or, c'est ce réservoir-là qui sera la cible principale dans les pays méditerranéens, qui ont les taux d'espérance de vie les plus élevés dans le monde, et donc forcément les personnes les plus vulnérables dans ce domaine. Et puis le troisième, c'est celui de l'activation immunitaire, c'est-à-dire que vous devez avoir aussi à un moment donné une fenêtre de tir pour un virus comme celui-là qui arrive alors qu'on n'est pas en train de se défendre contre d'autres et qu'on n'a pas sommé toutes les capacités de défense. Et lorsque l'on est dans des situations dans lesquelles le sida, la tuberculose, le paludisme ne cessent de vous agresser, on a des taux d'immunoglobuline 2 fois supérieurs dans les populations jeunes des pays africains, alors que dans les populations vieillissantes des pays européens, ça c'est intéressant aussi. montre aussi que l'agressivité dépend de la vulnérabilité des populations. J'avais encore 2 questions. J'avais encore 2 questions. Excusez-moi, mais le temps passe très vite. J'avais encore 2 questions. Docteur Marty, le masque. Le masque, moi je me balade dans la rue, pardon, mais je vois quand même beaucoup de gens qui n'ont pas le masque. On a beau me dire, 80% des gens qu'on croise ont le masque. Ben, il y en a 20% qui ne l'ont pas. Voilà. Et moi, ça me gêne. Et moi, ça me gêne. Pardon, mais ça me fait peur. Ouais, mais il y a encore des zones où il y a des difficultés pour se procurer des masques. Il y a encore des territoires, et nous, ça nous remonte du terrain, où il y a des difficultés pour se procurer des masques. Et puis, il y a une compréhension qui n'est pas encore globale. Alors là, on le dit, les feux sont en train de passer au vert, mais encore une fois, je le redis, je le répète, attendons les 8 jours à venir. Et puis, on se prononcera dans 8 jours. Et là, véritablement, on verra si on peut commencer à relâcher la pression. Et puis, vous l'avez très justement dit, il va rester des clusters, en particulier sur les EHPAD, en particulier sur les lieux où il y a des foyers de personnes âgées, polypathologiques, fragiles. Là, on sait que si une épidémie, si un cluster se redéclare, on aura, là aussi, des drames, encore une fois. Et pour éviter ces drames, il faut quand même que chacun se prenne en main, chacun a un rôle individuel à jouer, qui est un rôle de prévention et de protection de l'autre. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Pour protéger les plus fragiles. Complètement d'accord avec vous. Franchement, il faut que tout le monde soit responsable dans cette affaire. Dernière question, tiens, pour le professeur Toussaint. Alors, ça n'a rien à voir avec Raoult et tout ce qu'on vient de dire, mais c'est plutôt l'annonce de l'après-midi. Une médaille pour le 14 juillet pour les soignants. Professeur Toussaint, vous êtes content? Scandaleux, quoi. Scandaleux. Scandaleux. Quel est l'effet qu'il faut retenir de cela? Les personnels soignants ont été admirables. Ils ont su répondre. Ils ont été présents. Il y a eu un engagement sans faille de leur part. Il y a eu des prises de risques. Il y a eu des décès. Parmi eux, il faut reconnaître le travail qui a été le leur dans des conditions difficiles, mais qui sont aussi l'essence même de leur engagement professionnel. Sur ce plan-là, il y a un respect total de tous ceux qui ont été en première ligne et de tous ceux qui se sont mis derrière eux pour réorganiser l'ensemble du système de soins français. Et je pense aussi au personnel administratif des hôpitaux publics ou privés et du personnel administratif d'État qui a
permis. Mais donc une médaille, c'est à la hauteur de ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce à quoi correspond une médaille. Je n'ai pas de rapport particulier à ce type d'honneur. J'adore la réponse. La réponse diplomatique, c'est excellent. Écoutez le professeur Toussaint. Le plus important est de reconnaître quel a été l'engagement. Et là encore, cela restera par rapport à tout ce qui a été mené comme l'hommage qu'il faut leur rendre. Docteur Marty, vous étiez scandalisé, vous? Mais oui, parce que la meilleure médaille, c'est le regard du peuple français, c'est le regard des gens qui savent très bien quel a été l'engagement des personnels de soins, quel a été l'engagement du tissu sanitaire, c'est-à-dire le terrain, effectivement, y compris administratif, mais le terrain s'est levé, et c'est la plasticité du système sanitaire a été liée au terrain. On a une verticalité, une gouvernance qui a été un total échec, mais un total échec global, qui n'a même pas su armer ses soignants, qui leur a même pas donné les protections, qui les a laissés aller au feu sans aucune protection dans certains cas. Eh bien maintenant, vous aurez une médaille. On a 38 morts parmi les généralistes. Vous voulez quoi, qu'on leur file une médaille aux familles? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça suffit un moment, quoi. Ça suffit. Je peux comprendre la colère, parce que c'est vrai que bon, la médaille c'est bien sympathique, mais on ferait mieux quand même de donner les moyens une fois de plus à l'hôpital de pouvoir fonctionner normalement. Et si les impôts doivent servir à quelque chose, qu'ils servent véritablement à ça. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au débat. La fin de ce débat justement. Les vraies voix. Le coronavirus est-il en train de disparaître, comme l'affirme le professeur Raoult dans une nouvelle vidéo à Marseille? Vous avez sans doute une opinion, et justement, vous l'avez exprimée sur les réseaux sociaux avec Philippe Rossi, ça donne quoi? Et alors, c'est très différent que l'on soit sur Twitter ou Facebook. C'est un oui à 53% sur Twitter. L'épidémie est en train de disparaître. Et oui à 64% sur le compte Facebook de Sud Radio. Eh bien voilà, dans un instant, Allô Docteur, un médecin répond à vos questions sur le coronavirus, comme chaque soir dans Les Vraies Voix. À tout de suite.